Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir pour cette 276e émission de Sur ma route. Elle tombe, figurez-vous, pile poil le jour du printemps. Je me suis donc plongé dans la boîte à archives de Sur ma route pour vous trouver 10 moments printaniers. Alors pas forcément parce qu'il fait beau, pas forcément parce qu'il y a des fleurs et des arbres qui germent, et des jardins qui se réveillent. Le printemps, c'est parfois tout simplement la jovialité ou l'originalité d'une conversation. On part à Fontenoy-le-Château avec l'ancien ministre du Temps libre, André Henry. À Moyen, avec un autre André Poinsard, coprésident des Amis de la Chèvre de Lorraine, et qui, à l'époque, souvenez-vous, nous avait prêté un film familial dans les champs avec sa famille. C'était splendide et réconfortant. On vous repasse l'extrait de ce film, très très beau. Et puis nous irons à Sarrebourg avec le champion de saut en longueur Auguste Abbé, à Aulnoy-sur-Seille avec la comédienne Aurélie Palovitch, à Étanges-Grande avec le romancier Romain Sardou, avant tout avec l'ancien rédacteur en chef d'Europe 1 Claude Bellet, puis dans les magnifiques jardins de l'abbaye d'Autray avec le président du Festival des Abbayes Daniel Cacard. Autre jardin, autre style, nous irons à Cornimont au jardin des Panrées avec l'universitaire Élodie Derdal, puis à Florange, toujours dans un très grand jardin, avec une chef de chœur pétillante, Fanny Emer, et enfin nous atterrirons à Plainfin avec le photographe Pierre Riche et le poète Roland Marx. You shook my soul as highly struck the sky. You said it was the last time for your life. The pale little trail wouldn't know your mistake. André, alors là on est à Fontenoy-le-Château, c'est ça? Oui. C'est votre lieu de naissance. Tout à fait. On est à l'écluse numéro 31. Dites-nous. Dite de la manufacture. Dite de la manufacture. C'est paradoxal, Oui. c'est l'écluse de la manufacture de Bains-les-Bains. Mais c'est sur la commune de Fontenoy-le-Château. Ouais. C'est émouvant, j'imagine, de revenir sur ce lieu où vous êtes déjà revenu, bien sûr. Oui, c'est émouvant parce que cette maison est aujourd'hui quasiment à l'abandon. Et j'ai tenu, moi, aujourd'hui, à vous emmener dans un endroit un petit peu symbolique, le lavoir de ma grand-mère. Bon, chacun sait que j'ai été élevé par une grand-mère. Ouais. Et le travail terrible déjà d'être éclusière et d'écluser les bateaux. Et lorsqu'il fallait laver le linge, elle n'avait que ce lavoir sur le canal, sur l'eau du canal, laver le linge, taper le linge, le serrer, le tordre et le ramener pour l'étendre sur des fils. Je dis là que c'est quelque chose d'émouvant, parce que cette vieille dame déjà très fatiguée, en plus de son travail d'éclusière, avait cette tâche-là dans ces conditions-là. Toi, André, qui naît ici en 1956 à Moyen, et on est aujourd'hui en 2024. La différence entre ces années-là et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une vie de village plus intense. Comment ça se passait? Quels souvenirs te reviennent? Il suffit, je pense que... Bon, je t'ai confié un film sur le passé de ma famille, et il suffit de regarder ce film pour voir la vie sociale, la vie rurale. Il y avait une dynamique sur ce film-là. Tu peux voir 3 générations. Mais justement, ce film, parlons-en, parce qu'on le passe à l'écran en même temps qu'on est en train de parler. C'est fantastique. On voit donc tes grands-parents, tes parents. Effectivement, on voit mes 2 grands-pères, une de mes grand-mères, mes parents et mes 2 frères. Donc pour un même travail, la moisson à la campagne au mois de juillet, on réunissait 3 familles. Ouais. Et c'était à la fois, actif, dynamique, mais aussi convivial. On voit d'ailleurs arriver ma grand-mère avec son sac, son cabas, comme on dit,
avec le casse-croûte du midi, quoi. Et on te voit où comme ça? Et effectivement, en culotte courte. on voit un gamin avec une barboteuse et c'est moi. Oui. Et j'ai regardé donc ce film avant qu'on parle tous les deux. C'est les débuts. Enfin, la mécanisation est déjà bien enclenchée en France, mais c'est quand même c'est déjà une révolution là, ce tracteur qu'on voit là. Oui, effectivement. Alors, la moissonneuse lieuse, elle date pas d'hier. Hein. La moissonneuse lieuse, c'est dans les années 1890-1900, mais on l'attelait aux chevaux. Et le tracteur que l'on voit, il vient d'arriver sur la ferme en fait. Moi, je l'ai vu arriver et on a passé du cheval au tracteur. Et ce qui est assez incroyable, un de mes grands-pères qui est là, j'ai eu la chance de travailler avec lui encore jusque dans les années 70, où à côté du tracteur, il s'entêtait à garder son cheval et à venir faner à côté de nous. Alors moi, j'avais un tracteur avec une faneuse et lui avait son cheval avec sa faneuse. Toi qui connais bien ce monde agricole, tes parents étaient agriculteurs, tu as repris la ferme familiale, tu as été agriculteur et éleveur, et tu as vu toutes ces années passées. On sent une profession aujourd'hui qui est pas en forme, quoi, qui se sent un peu abandonnée. C'est quoi les causes de cette situation? Je pense qu'il y a une fuite en avant. Moi, j'ai fait mes études au lycée agricole de Pixrécourt où j'ai été heureux. Ouais. Ça a été 4 années de vie en collectivité. On avait une bonne éducation qui était faite. Le pensionnat nous resserrait les liens entre nous. Et puis l'enseignement agricole nous apportait, en plus de l'enseignement classique, de l'enseignement plus professionnel, mais on avait aussi une vie sociale, une vie sportive, une vie socio-culturelle. On visionnait des films. Et à ce moment-là, quand j'ai intégré Pixrécourt, on nous formatait déjà pour faire on va dire peut-être pas du productivisme, mais une production plus importante. Pour nourrir les gens, ça se justifiait. Mais au fur et à mesure que les années passent, on a un peu oublié le consommateur et on focalise sur les volumes, sur les quantités. C'est une fuite en avant sur le toujours plus, alors que je pense qu'on pourrait joindre l'utile à l'agréable et puis peut-être faire un peu moins et puis plutôt de meilleure qualité. Quand on est jeune, quand on est déterminé et quand on a des envies, rien n'est impossible. Ouais. Et j'en suis la preuve, je suis sarrebourgeois, j'ai été au jeu, je suis le seul sarrebourgeois qui a été au jeu. Ouais. Et donc du coup, moi, je suis vraiment très attaché à cette jeunesse qui peut faire aussi bien que moi, voire même mieux. Et c'est ce message, on va continuer un petit peu notre balade en ville, et c'est ce message-là que vous transmettez aux enfants quand vous allez dans les écoles. Exactement, vraiment cette question de détermination. Allez-y, quoi. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voulez faire des films, vous avez juste besoin d'un truc qui filme. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous allez dans la rue, vous filmez, vous montez et vous voyez ce que ça donnait. La volonté. Exactement. Il faut avancer comme ça dans la vie. Il faut avoir du culot. Il faut chercher soi-même ses compétences, ses besoins et avancer. En plus, dans notre génération, on a la chance d'avoir Internet avec des outils incroyables, une manne de savoir incroyable. Et on peut avoir n'importe quel métier avec un peu de détermination et un peu vraiment de détermination, c'est vraiment le plus important. Comme je dis, ce que j'ai le meilleur en moi, c'est d'eux que je le tiens. Ouais. Et ici, avec mon frère, avec lequel j'ai grandi, on a des souvenirs, mais on partait sur des chemins, faire des balades, à pied, en vélo, en trottinette, en roller, en skate, je crois que j'ai tout fait. Ouais. Mais on faisait des cabanes avec on s'éclatait, quoi. Alors, ce qui est impressionnant quand on a préparé cette émission, c'est que je me suis dit, je crois que c'est rarissime, on en est à la 130e émission, je sais plus.
tu nous as fait quasiment tous les départements. Parce que là, on va partir ensuite en Meurthe-et-Moselle à Nancy. Oui. On va dans les Vosges ensuite, et on aurait pu aller aussi, tu m'as dit, dans la Meuse, mais c'était un peu serré sur le timing. Oui, dans la Meuse, à Thionbois, en effet, oui, on aurait pu. Mais oui, moi je me sens Lorraine vraiment à 100%, donc la Lorraine pour moi c'est chez moi, c'est ma maison, même si Paris reste ma ville de cœur parce que je m'y rends très souvent, mais la Lorraine c'est chez moi, c'est l'endroit où je me ressource, c'est l'endroit où je me sens bien. Mais justement, tu parlais de Paris où tu vis en partie, où tu as beaucoup voyagé, on en parlera peut-être, tu as travaillé aux États-Unis, je crois, à un moment, tu as été... Alors, je ne suis pas allée aux États-Unis, mais c'est mon coach qui vient des États-Unis. C'est ça, qui vient donc... Comment tu parles de Lorraine à ces gens qui sont de l'extérieur? Comment tu leur dis, tu leur donnes l'envie finalement de venir ici? Je leur dis que c'est un territoire qui est extrêmement riche de par ses paysages, de par ses personnalités. Ouais. Quand tu regardes aujourd'hui, même à la télévision, on a beaucoup de Lorrains qui sont présents, des acteurs aussi. Puis regarde ici, on a ce soleil, on a cette vue. Enfin, alors la vue est quand même, moi je trouve fantastique. Ouais. Franchement, quand on nous emmerde avec la mer et machin et tout, regarde comme c'est beau ça. C'est magnifique ça, franchement. Bonjour Vianney. Ça va? Ça va très bien. Je suis content de te revoir. Et moi aussi. On est à Étanges-Grande. Tu as choisi de démarrer cette émission ici à Étanges-Grande. Oui. Il y a une raison très spéciale. Puisque tu es cofondateur et associé dans l'entreprise Ecatech Géocœur, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait, Ecatech. Très très belle entreprise. Je suis content qu'on en parle longuement. On va évoquer quand même les autres activités de Romain avant. Le romancier. Oui. Quand même combien de romans aujourd'hui à peu près? Je suis à une vingtaine de livres et ça fait 17 romans. Ouais, 17 romans. Ouais. Et je lisais, je crois que c'est le Figaro qui livrait ce chiffre, qui disait à propos de Romain Sardou, entre 2 et 2,5 millions de ventes, c'est quand même énorme, ça cartonne quand même. Vraiment, et traduit dans 17 langues, donc ça marche bien. Ça marche bien pour l'instant, oui, je suis très heureux que mes livres trouvent leurs lecteurs, c'est quand même l'objectif. Mais oui, et là, on a fêté les 20 ans, mon premier roman est sorti il y a 20 ans. Ouais, ça commence à chiffrer aussi en temps. Il y a eu du roman jeunesse aussi. Roman jeunesse, j'ai fait de la bande dessinée. Oui, auteur de BD. Du théâtre, oui. Scénariste aussi. Et puis tu as travaillé pour Disney, mais ça c'était plutôt au début. Ah, c'est encore avant, ça. C'était encore avant, quand j'avais 19-20 ans. Oui, j'ai travaillé 1 an et demi à Los Angeles. Ouais. J'avais commencé à travailler à Disney, pour Disney à Paris. Et puis après, je suis parti là-bas. Effectivement, j'ai écrit alors c'était des petits dessins animés pour la télévision qui duraient 10 minutes. Et je faisais partie des équipes d'écriture. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai appris beaucoup de choses. Alors ici, on est sur un petit pont qui relie, qui surplombe quelle rivière? Le ruisseau de Vallière. Ah, le ruisseau de Vallière. Et qui relie en fait deux quartiers. On a jeté cette passerelle pour réunir un petit peu les deux parties du village avec ce nouveau lotissement qui était un peu à l'écart. Il fallait faire un détour, donc on a pensé que ça serait utile, aussi pour que les gens puissent facilement se rendre au cimetière qui est un petit peu plus loin là-bas. Donc, voilà. Oui, le cimetière juif dont tu parlais. Oui, et le cimetière catholique. Et le cimetière catholique. Il y a eu une belle surprise pour Ventoux dernièrement dans le JDD, 8e au niveau national. Absolument. Des communes où il fait bon vivre. Absolument. Alors comment ça se fait? 2e au plan départemental après Peltre, la commune à laquelle il faut rendre hommage. Et nous, effectivement, nous sommes 8e au classement national, ce qui est tout à fait formidable. Enfin, dans le top 10 des 35 ou 36 000 communes de ce pays, c'est quand même remarquable. Ça s'explique par la douceur de vivre qui règne ici. On est tout près de la ville, il y a des transports en commun, l'hôpital Robert Schuman n'est pas très loin, il y a une nouvelle école, il y a un ensemble de choses qui font que la vie est à la fois agréable et aussi pratique. Nous avons essentiellement maintenant des urbains, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour la plupart en ville ou ailleurs, au Luxembourg, et qui sont contents de retrouver ce petit coin de verdure un petit peu épargné à la proximité immédiate de la grande ville. Alors tu disais Peltre, numéro 1, vous numéro 8, et je crois que dans le top 100, il y a plusieurs autres communes du pays messin. Absolument. Il y a Platteville, il y a d'autres endroits
très agréable également. Mais nous, on est particulièrement fiers d'être dans le top 10. Franchement, c'est le travail, ça récompense aussi le travail de tous ceux qui m'ont précédé à la mairie et de tous ceux qui me suivent. Donc, c'est un joli coup de chapeau que nous avons reçu collectivement. Bonjour cher Daniel. Bonjour Yannick. Ça va? Ça va. Vous écoutez les canards? J'écoute les canards. Oui. Mais en espérant qu'il n'y en ait pas de trop. Qui font de la belle musique aussi. Ah oui, ça a du charme quand même. Ah. Oui, tout à fait. Oui, surtout dans un endroit comme ça. Ben justement, on est quand même, en parlant de charme, on est quand même dans un endroit vraiment magnifique. On est au paradis là. On est à l'abbaye d'Autray, c'est ça? L'abbaye d'Autray, voilà. Donc c'est un des grands lieux du festival des abbayes ici. C'est devenu assez tardivement, c'est-à-dire qu'au départ c'était pas tout à fait ici, mais c'est vrai qu'on est tombé sur le charme à la fois des jardins évidemment, et puis de l'accueil qui est fait, des possibilités aussi d'un lieu comme celui-là. C'est-à-dire que quand le festival a lieu ici, c'est pas forcément à l'intérieur de l'église, c'est un peu partout, les concerts, comment ça se déroule? C'est un peu partout, selon les programmations, le pique-nique, les gens viennent avec leur pique-nique, mangent ici, après vont écouter un concert ou une conférence, et puis parfois les musiciens, quand c'est possible, font une déambulation en faisant de la musique dans les lieux, donc ce qui fait qu'effectivement c'est un endroit qui est idéal pour une journée de détente. Il s'appelle comment? Opium. Opium, il est magnifique, Opium. Oui. Regarde, oh, il est gentil en plus. C'est un bouvier bernois. On arrive Opium, on vient te revoir. Ouais. Bonjour Yvan. Bonjour. Voilà. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir de vous voir. C'est superbe chez vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ici, on est au Jardin des Penrets, c'est ouvert au public, on va rencontrer Augustin. Yvan, qui était derrière nous, qui est un peu le fondateur, on peut dire. Oui, c'est ça. Voilà. Il va transmettre. Alors, on parlait des valeurs que j'aime, la transmission. Ouais. Voilà, transmettre. Et là, le relais va se passer entre Yvan et Augustin. Le Jardin des Penrets, c'est un des aspects touristiques de Cornimont. On peut venir passer un séjour ici, un séjour touristique. Oui, alors là, même les touristes le disent, on ne pensait pas qu'il y avait autant de choses à faire à Cornimont et dans ses environs proches, qu'ils reviennent. Donc on est en train de fidéliser nos touristes. Alors, on est partenaire avec le Jardin des Penrets, partenaire avec le musée textile de Ventron, le musée du bois de Saulsure, et puis à Cornimont, il y a aussi, c'est une terre d'artistes. Bon, il y avait bien sûr mon père, mais pas que lui, Francis Cuny. Oui, bien sûr, Francis Cuny, le sculpteur. Le sculpteur, Olivier Clodon, l'illustrateur, on a aussi des potiers, et puis bien sûr la nature. Et puis vous avez aussi, il faut le dire, une belle petite ville. On a bu un café, nous, avant d'arriver, chez Choupi, c'est très sympa, on le conseille d'ailleurs, Café du Centre. Chez Choupi, il faut y aller. Et voici Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour. Elodie, je ne le présente pas. On se connaît. Donc c'est la transmission dont parlait Elodie, entre Yvon et vous, c'est aussi ça, cet esprit-là. On sent de toute façon, quand on arrive ici, qu'il y a quelque chose de formidable qui se noue, il y a un état d'esprit. Avant d'en parler, un mot sur l'histoire de ces jardins des Penrets. Alors les jardins des Penrets, ça a commencé, c'était un jardin où plusieurs amis venaient, c'est à l'initiative d'Yvon Marchal, voilà, le président aujourd'hui de l'association, qui invitait ses amis à venir jardiner, faire des petits jardins tout au long de son terrain. Et par la suite, au bout de quelques années, ça s'est ouvert au public, jusqu'à devenir une association en 2011, où Jean-Louis a pris la main sur Jean-Louis Roland, le jardinier principal du jardin, qui a créé en grande majorité ce que vous allez voir. A pris la main sur le jardin à partir de 2011. Et qu'est-ce que le public qui vient ici, qu'est-ce qu'il découvre? Des essences très très différentes? Qu'est-ce que vous lui présentez? Alors l'association a 3 axes principaux, c'est la valorisation historique, culturelle et naturelle. On a tout un tas de petits cabanons tout au long du jardin qui présentent, comme ici, le menuisier qui présente les métiers d'autrefois.
mais également de l'art de différents artistes locaux tout au long du parcours, sur pierre, sur bois, à même la falaise, même Francis Cuny qui a taillé un totem sur un pavé mout. On vient de voir la bibliothèque, plafond haut. Quelle est la particularité, quelles sont les particularités architecturales de ce château? Alors c'est un château qui a été construit en 1828 par la comtesse de Serres, qui avait une apparence sensiblement différente de l'aspect actuel, puisque dans les deux ailes, vous n'aviez que le rez-de-chaussée, qui était une chapelle et une orangerie, une sorte de jardin d'hiver, et puis une gloriette avec un fronton. Et quand mes grands-parents ont racheté à l'oncle direct Gargan, parce que c'est une propriété Gargan, on en parlait. À l'origine, c'est ça? Voilà, c'est une propriété Gargan. Mes grands-parents ont fait pas mal de travaux, ils ont rendu plus pas austère, mais plus simple la façade. Ils ont gardé des éléments architecturaux dont je parlerai tout à l'heure, mais ils ont surtout donc remplacé l'orangerie et la chapelle par un grand salon et une grande salle à manger, grand salon, et ils ont surélevé les ailes. Parce que mes grands-parents ont eu 10 enfants, donc il fallait aussi la place. Voilà. Et votre maman vit toujours, enfin, voilà, exactement. Ah, oui, elle Odette est de Mitry. Exactement, la numéro 3. Odette de Mitry, alors par rapport, expliquez-nous le lien par rapport à Vindel, tout ça, c'est quoi? Alors ma mère a une mère Marguerite qui est née Vindel, qui était la fille de François de Vindel, et son père Emmanuel de Mitry qui avait une mère Gargan. Donc mes grands-parents étaient cousins. Et voilà. Et donc au niveau des éléments architecturaux à remarquer, donc c'est la pierre de Jaumont, vous l'avez noté, avec des masques masculins au rez-de-chaussée, aucun n'est pareil, et des masques féminins au premier étage. Un peu à l'image du bâtiment des douanes à Paris, rue du Bac. Et puis un beau soleil au centre, et de l'autre côté, il y a un cadran solaire qui marche toujours. Sur une cheminée, exactement. Ça qui est bien avec les cadrans solaires, c'est que ça marche quand même. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. Non. Le cadran solaire à l'ancienne. Et puis vous avez des éléments qui forment un peu la spécificité de tout cet ensemble de Bétange, qui sont les éléments en fer forgé. Je suis un peu curieux, mais le bâtiment là, c'était des ateliers qui étaient liés à votre Pas château? du tout, c'était des anciennes écuries. Ah d'accord, c'est des écuries, d'accord. Ouais, et puis alors ce parc-là, c'est qu'un tout petit morceau du parc qui au total fait 65 hectares. 65 hectares, donc quand même. Je lisais sur votre site internet, c'est un parc à l'anglaise, c'est ça? Alors, la distinction entre parc à l'anglaise et parc à la française, c'est quoi? C'est assez simple. En fait, le parc à l'anglaise a été dessiné pour offrir des décors de théâtre successifs. Donc c'est une invitation à la promenade pour le visiteur qui, au fur et à mesure de sa promenade, va découvrir des perspectives, un élément comme ici le kiosque, un chêne de 500 ans au détour d'une prairie, une vierge en fonte. Voilà, donc c'est plein de surprises et généralement avec des lignes de fuite, donc des chemins qui partent des angles des maisons de façon à donner un côté plus progressif et de découverte finalement. Et on s'en rend compte en arrivant en voiture après la grande allée des Marronniers. Exactement. C'est absolument sublime. Voilà, il y a 650 mètres en fait d'allées qui vous permettent de quitter l'agitation urbaine et puis progressivement vous demandez où vous allez arriver et vous quittez donc cette rumeur de la ville et vous franchissez le portail et vous ne savez même pas encore où vous allez arriver et puis vous découvrez le château au bout du chemin. Chez Roland Marx. Alors ça, c'est bateau comme image, mais c'est le paradis quand même ici. Un peu, oui. On est tout au-dessus de plein fin, c'est ça. Donc c'est la vallée de la Meurthe. La Haute Meurthe. Ah oui, la vallée de la Haute Meurthe. Tu as voulu
qu'on achève cette émission, Pierre, avec Roland Marx. Ouais. Pourquoi ? Eh ben, on l'achève très bien parce que c'est vrai que c'est quelqu'un, Roland, que je connais déjà depuis, je sais pas, 10, 15 ans peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis, quand j'ai fait mon deuxième bouquin, j'ai connu Roland Marx par l'ICOP, là, donc cette association de la vallée du Rabodeau, dans laquelle il y avait des actions culturelles, des lectures poétiques. Et donc j'ai été tout de suite très séduit par cette façon un peu espiègle de regarder la vie. Et je trouvais que voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui écrit une trentaine de poèmes comme il parlerait, quoi. Donc et ça va vite, et puis en même temps ça pointe vraiment là où il faut. Et par rapport à mes photos, pardon, ça colle pile poil. On va en parler. C'est vraiment bien. Du dernier livre. Un mot, Roland, parce que on vient de voir ton chat, là, c'est comment son nom ? Il en a plein, c'est Coco. Au départ, il s'appelait Zout. Ouais. Parce que sa sœur s'appelait Douce. Ouais. Parce qu'ils sont nés le 12 août. Ah, d'accord. D'accord. Un peu comme Tom Novembre, quoi. C'est un peu le même genre que voilà. Tom Novembre. Dis-moi, on a dû te le demander 10 fois, tu es plutôt Marx, elle est un peu bête comme ma question, mais je te la pose quand même. Marx, tu es plutôt tendance Karl ou Groucho ? Groucho. Tu es Groucho, ouais, ouais. D'accord. Alors, question plus sérieuse. La rencontre avec Léo Ferré, elle est vraiment une rencontre qui va lancer disons que je l'ai rencontré juste après la publication de mon premier recueil. Donc j'avais 18 ans. Et il est venu en concert à Strasbourg et je l'ai attendu son arrivée. Je l'ai carrément cueilli à la descente de sa voiture. Et je lui ai donné le recueil en me disant, on doit lui faire le coup 25 fois. Et puis en fait, je suis allé dans sa loge à l'entracte, puisqu'à l'époque il y avait encore des entractes. Il avait déjà lu. Et il me dit, c'est bien, il faut continuer. Ah ouais. Mais il y a juste un truc, il faut écrire comme toi, pas comme moi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est génial quand même. C'est des belles anecdotes, quoi. Et depuis cette rencontre avec Ferré, donc une trentaine de bouquins. 40 et une quarantaine de bouquins. Ouais. C'est ici que tu écris la plupart du temps. J'écris partout. Enfin, partout, ouais. Je peux écrire partout. Ouais. J'aime bien écrire de temps en temps dans un bistrot. Ouais. Ouais. Plus il y a de bruit, mieux c'est. Ouais. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.